savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre aujourd'hui, pourquoi vous êtes levé si tôt ce matin. Je Ok. commence. On Est-ce que tu peux te regarder les gens et puis leur dire comment tu t'appelles et puis qu'est-ce que toi tu aimerais savoir ce matin? Ok, bonjour, je m'appelle Jérémy, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Extia. Et ma mission aujourd'hui, c'est de créer des communautés au sein de l'entreprise de manière à dynamiser un certain nombre de sujets dans l'entreprise, mobiliser nos équipes et continuer d'innover au sein de l'entreprise. Cool, merci. Là, Quelqu'un d'autre? on comprend. Ouais. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai créé une plateforme collaborative qui s'appelle Make It Travel pour louer son équipement de voyage. Et donc en fait, on l'a lancé il y a 3 mois et la création de communauté c'est très important pour nous. Parce que les gens vont se rencontrer et puis ce sont des voyageurs surtout. Donc voilà, j'étais là pour en apprendre un peu plus et voir s'il n'y a pas des points que je pourrais utiliser pour vraiment fédérer une communauté autour de Make It Travel. Cool. Je suis sûr qu'il y a autant de projets intéressants parmi tout le monde qui est ici. C'est cool si vous avez un peu de temps pour échanger d'un café. Ce qu'on a pensé avec Coralie ce matin, c'était de faire juste rapidement comment nous on a fait Make Sense, juste partager l'expérience. Ensuite, échanger des bonnes pratiques entre nous. On a un petit Canva qu'on va vous distribuer après. Vous connaissez le business model Canva pour les startups. En fait, on a fait la même chose, mais pour démarrer votre communauté. On a appelé ça le Community Canva. Et donc, on a une méthode qu'on distribue et on peut répondre à vos questions. Mais l'idée ce matin, c'est surtout d'échanger sur des bonnes pratiques et pas juste moi qui explique comment nous on a fait, mais aussi pour ceux d'entre vous qui ont déjà démarré des communautés, que vous puissiez expliquer comment vous avez fait et qu'on arrive à avoir une liste de 10-15 bonnes pratiques d'ici la fin. Ça vous va? Est-ce que... Ouais, ok, oui, ça make sense. Je vais vous expliquer juste comment on a fait pour démarrer la communauté. Et après, on fait échange, questions-réponses. Du coup, il y a plusieurs manières de créer des communautés. Et nous, ce qu'on a fait chez Make Sense, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée une communauté de personnes qui sont vraiment attachées au projet parce qu'il y a une portée sociale, environnementale, mais surtout qui vont être capables de se mobiliser, de ne pas juste acheter un produit ou un service, mais vraiment de fabriquer des choses. C'est un peu comme ce que peut-être tu pourras en parler à Maury après, mais ce que va faire Upcycly, c'est que il ne mobilise pas des gens pour juste venir et leur vendre des tables, c'est qu'ils doivent venir fabriquer des tables ensemble. Enfin, il y a vraiment, tu dois faire quelque chose d'autre qu'un acte d'achat. Et du coup, il y a toutes les méthodes que vous connaissez peut-être quand vous montez les startups sur le growth hacking. Qui connaît un peu? Vous l'expliquez? Tu peux l'expliquer aux personnes? Le growth hacking? Non. Pour moi, le growth hacking, c'est la possibilité en tout cas d'agir vite avec des méthodes de marketing, mais de manière accélérée. Voilà. C'est en gros acquérir plein d'utilisateurs pour le début de votre plateforme si vous la lancez. Donc il y a plein de techniques qui vont être d'aller chercher des bases de données sur Twitter, de prendre des mailings, de regarder vos sites concurrents, et puis de prendre leurs bases de données, puis de leur envoyer des mails. Enfin, il y a plein de petites techniques comme ça, très marketing pour acquérir des utilisateurs. Là, le but du jeu ce matin, c'est pas tant de parler de toutes ces techniques. Peut-être qu'il y aura un autre Sense Meetup sur le growth hacking, mais vraiment comment vous démarrez une communauté d'utilisateurs qui vont être à fond derrière votre marque. Et forcément, au début, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas du tout scalable. Je ne sais pas si vous savez comment Airbnb a démarré. Hein? Qui le sait? Ouais. Bon. En gros, Airbnb, vous connaissez ouais, on le connaît. C'est des canapés. Ouais. Et du coup, ils ont démarré, ils avaient ça s'appelle Airbnb parce que c'est Airbed and Breakfast, donc c'est des matelas gonflables qu'ils mettaient. Et pourquoi ils ont appelé comme ça? C'est parce que pour démarrer le projet, ils ont ils ont fait l'hébergement pendant la conférence démocrate, pendant les élections américaines, les premières élections où Barack Obama a été élu. Et c'est eux qui erraient à la main le fait de mettre des airbeds dans des appartements autour de la conférence parce qu'il n'y avait pas assez de logements pour tous les démocrates. Et ensuite, ils ont fait même un céréal à Airbnb. Mais en gros, c'était quelque chose qui n'était pas du tout scalable au début. Et ils ont quand même réussi à créer une communauté, enfin à s'appuyer sur une communauté existante. Donc là, c'était un parti politique pour commencer à créer leur petite communauté. Et l'idée, c'est de vous allez voir pas mal de trucs qu'on présente. Ils n'ont pas l'air scalables du tout quand vous démarrez votre communauté. Et la question de votre startup, c'est comment est-ce que vous allez le transformer en quelque chose de scalable pour que vous puissiez animer une communauté de millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, nous, Make Sense, ce qu'on a fait,
encore énorme, c'est 20 000 personnes, mais c'est 20 000 personnes qui sont venues à des ateliers, pas juste qui utilisent notre plateforme. On a démarré en se disant qu'il fallait qu'on ait euh, un manifeste qui explique pourquoi on démarre cette communauté et où est-ce qu'on veut aller. Et du coup, on a fait un petit blog. En fait, on a mis 10 lignes. Pourquoi on démarre Make Sense. Les problèmes sociaux et environnementaux sont énormes. Les gens peuvent y contribuer. Vous pourrez aller voir sur le site, il y a une petite, mais souvent les gens qui démarrent des communautés vont utiliser ce type de manifeste. Là, je dois vous montrer une startup qui s'appelle Skillshare. En gros, c'est une plateforme qui vous permet d'échanger des savoir-faire collaboratifs. Donc, vous savez faire du Photoshop, vous voulez apprendre à quelqu'un à faire Photoshop, vous voulez apprendre à peindre, vous pouvez apprendre à peindre à quelqu'un. Et le défi qu'ils avaient au début, c'est comment est-ce que vous fédérez une communauté de gens qui ont envie de faire apprendre aux gens, et de gens qui apprennent, indépendamment de juste le service, vous êtes rémunéré quand vous faites. Ils avaient besoin de gens qui étaient passionnés pour vraiment faire une différence. Et ils ont fait tout un manifeste et une vidéo de 3 minutes qui explique que la valeur principale de la start-up, c'est de faire en sorte que tout le monde reste curieux toute sa vie et que tous les gens curieux veulent partager, ou que ceux qui sont curieux d'apprendre puissent apprendre. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que automatiquement, avant même qu'ils aient leur plateforme ou que tout utilisent, ils ont ce manifeste, ils disent nous on est là et on a envie de bosser avec tous les gens qui sont curieux. Et ça permet, mine de rien, d'attirer comment ça s'appelle, les personnes qui ont les attitudes au départ que vous voulez voir grandir et être le socle de votre communauté. Et les premières personnes que vous allez attirer sont hyper importantes parce que ça va définir les personnes que vous allez attirer ensuite et comment ça va grandir. Par exemple, Facebook, ils ont commencé sur les campus américains, ça fait grandir. Là, Skillshare, c'était hyper clé pour eux qu'il y ait une communauté cœur qui soit des personnes curieuses, qui ont envie de partager, pas juste envie d'utiliser le service. Et du coup, ça allait attirer d'autres personnes curieuses, ça allait créer un certain enthousiasme, ça allait avoir une certaine image pour la marque parce que les premières personnes que vous allez rencontrer étaient des gens curieux. Donc nous, on a commencé à manifester aussi comme ça. Je ne sais pas si vous voyez Trainspotting, le film, certains l'ont vu, où il parle des machines à laver là. Ça, c'est souvent les premiers films qui lancent les startups pour faire des manifestes, c'est toujours dans ce style-là, tu vois. Donc, c'est commencer avec le manifeste. C'est quoi les attitudes que vous voulez voir grandir et encourager dans votre communauté. Et ensuite, c'est d'attirer les personnes. Si on va prendre par exemple le site du voyage, c'est toi qui fais Make It Travel. C'est quoi qu'est-ce que tu as besoin? C'est des gens qui ont envie de partager avec d'autres personnes sur leur pays, leurs histoires, leur ville. Et du coup, c'est ces gens-là que tu vas avoir envie. Donc, comment tu les attires? Il faut que tu fasses au début un petit manifeste de pourquoi vous existez, pourquoi vous êtes là. Nous, on est là pour que tous ceux qui ont envie de partager avec les autres et de leur faire découvrir puissent se rencontrer, trouver un endroit. Il faut vraiment qu'elle attire des personnes comme ça au début. Si elle attire des gens qui sont hyper fermés d'esprit, qui n'ont pas envie de partager, pas envie de raconter leur ville, pas envie de montrer les bons plans dans les voyages, qui n'ont pas sincèrement envie, ça ne va pas du tout attirer de nouvelles personnes qui vont venir et utiliser. Donc la première étape, ce qu'on a fait, nous, c'est ça. On a fait une petite vidéo où on expliquait qu'est-ce qu'on faisait, l'état d'esprit, la musique que vous allez choisir, tous ces trucs-là, ça a quand même une importance. Et ensuite, on est allé carrément rencontrer les premiers utilisateurs, entre guillemets. Et ça a l'air pas du tout scalable quand vous faites une start-up. Donc on a pris nos sacs à dos et on est allé, on a fait 8 mois. Vous n'allez peut-être pas tous pouvoir faire ça. On a fait c'était dans le cadre de nos études, on devait faire 8 mois à l'étranger. On a compilé. Et on est allé rencontrer les premières personnes qui ont aimé notre vidéo. En fait, on est allé voir, on a envoyé à des entrepreneurs, des associations et puis des premiers bénévoles. Et on en a rencontré 80. Et donc vous vous dites, oh, putain, 80, quand tu passes de 80 après 20 000 et tout, ça n'avait pas l'air du tout scalable. On est allé voir, on a fait Inde, on a rencontré des entrepreneurs. Et à chaque fois, on faisait des vidéos sur eux, en fait. On faisait des vidéos sur les bénévoles, pourquoi ils voulaient s'impliquer dans notre communauté et faire du bénévolat. On faisait des vidéos sur les associations, pourquoi ils avaient besoin des bénévoles. Et personne ne regardait ces vidéos. C'était pas du contenu marketing viral parce qu'on n'était pas connus. Par
Par contre, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qu'on avait filmés ou qu'on avait commencé à mettre en vidéo, eh ben, ils devenaient potes sur Facebook. Ils s'ajoutaient entre amis. Et donc, mine de rien, on avait créé un petit noyau de 80 personnes qui était le premier noyau de notre communauté qu'on avait rencontré, qui avait des vraies envies, des vraies valeurs, qui étaient à fond dans l'idée qu'on proposait, alors qu'on n'avait même pas notre plateforme. Et ça, c'est hyper clé. C'est que, vraiment, j'insiste là-dessus, ce que vous allez faire au début pour démarrer votre communauté, vous avez votre tête, votre startup, votre business plan, les investisseurs, il faut que ce soit hyper scalable et tout. Au début, ce ne sera pas scalable. C'est là où vous allez faire toute votre innovation, c'est comment vous allez permettre de faire vos processus, vos outils et tout pour gérer juste 80. Mais au début, ça va. C'est vraiment des gens, vous ne pouvez pas tricher, quoi. Vous pouvez faire du growth hacking pour vendre des brosses à dents et aller regarder sur Twitter tous les gens qui veulent des brosses à dents et puis leur envoyer un mass mailing. Et si vous voulez créer une vraie communauté de gens qui vont partager des savoirs sur les voyages, des personnes qui vont venir et qui vont fabriquer des meubles pendant toute une après-midi et ensuite soit les vendre d'ailleurs. Ce serait ouf ça, une communauté de bénévoles qui après ça. Non. Et tout ça, c'est hyper important. On va prendre un exemple peut-être pour que ce soit plus parlant. Qui a du coup une autre idée de start-up et voudrait démarrer une communauté? Donc du coup, vous feriez quoi pour attirer les 80 premières personnes qui vont faire la base de la communauté de Griot? Quelqu'un a quelques idées? Tant que je me réveille. Dégustation. Ouais. C'est qui a dit Dégustation. D'accord, des ateliers de dégustation. Si c'est vraiment bon et que ça peut, je pense qu'il faut se lancer. D'accord. Et du coup, ça c'est une activité qu'on peut faire pour les attirer au début. Mais sur les premières, par exemple, personnes de Griot, moi je jouerais sur le côté, il faut vraiment que vous ayez des gens ultra motivés pour faire changer l'alimentation, mais en même temps, elle n'a pas envie que ce soit trop des activistes. Parce que le but, c'est quand même que ce soit bon et que ça devienne mainstream et que tout le monde les mange. Et donc, si on attire que les gens qui ne veulent pas manger de viande et qui sont déjà ultra convaincus et tout, eh ben, on ne va jamais arriver à tout le monde mange des... Et du coup, peut-être que les 80 premières personnes que voudra attirer Sarah, c'est des gens qui mangent de la viande, mais ils ont vu un documentaire sur les animaux et ça les a dégoûtés. Et en même temps, ils ne trouvaient pas d'autre chose à manger parce que c'était trop dégueulasse, les trucs des gens qui ne mangent pas de viande. Le soja et tout, ils détestent. Et donc, ils adorent en plus les chocolats, les confiseries et tout. Et ils ont découvert les trucs de Griot. Et ils adorent ça. Et peut-être c'est ces 80 personnes-là qu'elle va vouloir au début. Et donc après, la question c'est comment tu les trouves. Donc, quelle activité tu fais? Tu fais des dégustations. Je sais pas, tu vas peut-être dans les supermarchés et puis tu es là et t'attends et tu vois des gens, tu en as peut-être 15 qui vont prendre tes barres mais qui vont pas vraiment être dedans, et puis celui qui dit ah ouais, c'est génial ce truc, vas-y file mon 15, tu sais, lui il faut que je le mette dans ma communauté, quoi. Et c'est vraiment un travail d'aller les chercher petit à petit. Donc ça peut être de faire le tour de France culinaire des gens qui veulent manger des trucs trop bons, mais pas tuer des animaux, ou vous trouvez, mais il faut démarrer comment ça s'appelle, vous démarrez vos premières étapes pour trouver ces membres, mais va falloir aller les chercher à la main, quoi. Ça va pas être, il n'y a pas de raccourci. Et il va falloir les rencontrer un à un et que vous sentiez s'il y a vraiment une adhésion avec le projet ou pas. Et il n'y a pas de secret sur ce truc-là, même si ça a l'air pas scalable. Après, la question, c'est comment vous passez de ces 80-là à des milliers. Et donc là, c'est là où... c'est quoi ton prénom? Gaspard. C'est là où ce que dit Gaspard, par exemple faire des dégustations, c'est là où vous pouvez imaginer tout un tas d'activités qui vont faire en sorte que vous puissiez grandir. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces 80 personnes-là organisent des dégustations partout dans leur ville et le fassent connaître. Donc c'est pas vous qui allez faire toutes les dégustations, ça va pas grandir assez vite, mais que 80 personnes les plus impliquées qui adorent ça deviennent des vrais ambassadeurs et fabriquent... fassent des activités. Mais les activités qu'elles vont faire, c'est vous qui leur... comment ça s'appelle, qui leur suggérez. Vous dites, si toi, t'adores le fait qu'on puisse avoir des bars, c'est avec des insectes, c'est plus durable, mais en même temps, c'est très bon,
et ça te fait manger moins de chocolat, et ben organise des dégustations partout où tu peux, quoi, à ton école, à ton truc et tout. Et les gens, ils vont le fabriquer. Nous, ce qu'on a fait chez Make Sense, c'est qu'on les 80 premières personnes qu'on a rencontrées en faisant le voyage, on leur a dit, ah ben, si tu veux, tu peux aider les entrepreneurs sociaux. Il y a un moyen très simple pour le faire. Tu organises un atelier avec des bénévoles, ça s'appelle les hold-up d'idées. Et tu en fais venir 15 et vous venez, vous aider un entrepreneur, vous lui donnez 100 idées sur des post-it, on en sélectionne 5 et les 5 et s'il y en a une qui lui plaît, bah, vous l'aidez pendant un mois ensuite. Quand on a lancé la plateforme internet, il n'y a personne qui voulait aider les entrepreneurs. Quand les 80 bénévoles qu'on a rencontrés, ils se sont mis à organiser des ateliers, chacun il en a fait venir 15 parce que c'était leur pote et puis tout d'un coup on est passé à 80 x 15. Et ensuite, tout ce qu'on avait à faire, nous, c'était juste de donner des outils. Et après, partout dans le monde, des gens en ont fabriqué et la mailing list, elle a grandi. Et les gens qui ont rejoint le groupe Facebook, ils ont grandi. Et les utilisateurs qui utilisaient la plateforme ont grandi. Et du coup, c'est qu'on a équipé notre première communauté avec des outils et en leur faisant faire des activités. Donc, quand on va vous donner le Community Canva tout à l'heure, il y a vraiment ces questions de pourquoi ces gens ils viennent ensemble, qu'est-ce que vous allez faire ensemble en tant que communauté, l'attitude du noyau que vous voulez encourager pour être sûr que ça soit fidèle à votre vision, vos missions, vos objectifs. Et après, quelles sont les activités que cette communauté va faire avec vous pour pouvoir arriver à faire votre mission. Mais là, vous pouvez être hyper créatif. Après, la question, c'est surtout dans votre équipe, comment vous vous organisez, vous, dans votre startup, pour pouvoir gérer toutes ces communautés de bénévoles de manière efficace en leur donnant les bons outils. Donc, juste pour vous donner un exemple sur Make Sense, c'est moi qui faisais pendant les 2 premières années le community management. Et après, plus ça grandissait, et parce qu'on avait 24 ans quand on a démarré, plus on était oh merde, mais j'ai trop de messages, j'arrive plus à dormir, mon téléphone sonne tout le temps, bim bim bim, comment on fait? Donc on a recruté notre premier community manager, et c'était la première recrue de l'équipe. Quand on a recruté la première recrue, on s'est dit bon faut qu'on plein de choses que moi je faisais comme ça parce que j'adorais en fait rencontrer tous les gens qui faisaient du bénévolat et tout avec nous. Il a fallu les formaliser et trouver un moyen de faire en sorte qu'on a embauché quelqu'un au Mexique, un community manager là-bas, il puisse aussi animer la communauté mais avec des Mexicains dans une autre langue. Et du coup on a formalisé un tas de processus en fait qu'on a fabriqué nous-mêmes. On n'a pas pris les best practices du community management sur Facebook ou Twitter, où là c'est juste en fait des messages quoi. On vous dit voilà, il faut que tu fasses ce message pour avoir un maximum de likes. Nous les likes ça nous rapporte plus de gens qui font et qui résolvent des défis qui sont bénévoles. Et du coup on a nous-mêmes défini ce qu'on a remarqué qui marchait bien dans notre communauté de 80 personnes. On a nous-mêmes défini nos propres processus pour être sûr qu'on puisse le faire pour 20 000. Et que quand on fait pour 20 000, que ça marche aussi pour 1 million. Donc on a designé nos outils, donc les tableaux de bord de comment on gère les bénévoles. C'est plutôt par urgence du problème qui va arriver, et on peut vous montrer après. Mais on a designé nous-mêmes nos outils, on a designé nous-mêmes nos processus et nous-mêmes nos bonnes pratiques. Et ensuite, c'est ça qui a permis de scaler. Mais les 80 cœurs qu'on avait, c'est dessus qu'on a fait vraiment pour savoir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que les gens continuent à revenir, pourquoi on a 91% des personnes qui sont toujours au taquet après avoir aidé un premier entrepreneur. Ça nous a fait apprendre plein d'insights qu'ensuite on a processisé dans l'organisation pour le rendre scalable. Et donc du coup, le Community Canva, vous verrez, ça parle de ces trucs-là. Mais en gros, d'abord, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Le manifeste, ça va attirer les premières personnes. Les premières personnes que vous attirez, ça fabrique. Vous leur filez ensuite des activités pour faire la mission de votre entreprise. Donc là, ça va être, tu peux organiser des dégustations, c'est super fun, des trucs comme ça. Nous, c'était, tu peux organiser des hold-up d'idées. Et ensuite, une fois que ça commence à grandir et que vous avez de l'attraction, vous commencez à processiser votre propre sauce secrète qui fait que ça fonctionne avec en prenant en compte qu'est-ce qui faisait que il y avait de l'enthousiasme et de l'envie sur les 80 personnes, et vous après le déployer. Et du coup, peut-être on peut prendre encore des exemples, c'est plus cool. Qui veut faire une autre communauté? Du Berlin Sec, c'est possible. Tu peux te regarder les gens et te dire comment tu t'appelles. Les gens qui partent en région rapportent des produits régionaux à leur pays, puis se rapporter à une communauté plus étendue. C'est un peu le blablacar de la bouffe. C'est un peu le blablacar de la bouffe. D'accord. Du
coup, vous feriez comment les 80 personnes qu'il faut que vous attirez, ce serait quoi? Qui? Comment vous les voyez? Quelqu'un a une idée? D'accord? Ok. Quoi d'autre il faut encore dans cette communauté au départ? Après, l'objectif pour nous, c'est d'aider les petits producteurs locaux qui n'ont pas forcément les moyens de se faire distribuer. Je pensais notamment à la permaculture qui est en train de se développer et qui ne peut pas distribuer via la grande distrib. Et donc ça, c'est côté producteur. Et après, ça permet aussi aux gens de manger mieux pour moins cher. Et là, on pourrait dire, ben, les gens que parce que toi, tu vas faire une place de marché. Donc, il te faudra des petits producteurs et des gens qui veulent consommer les produits. Et du coup, ça pourrait être, ton prénom c'est Ezriel. Ah, c'est la première fois que t'en sors. Et ça pourrait être de dire, ben, c'est les gens qui, qui habitent loin de chez eux ou qu'on en a marre de ne pas pouvoir avoir accès à des produits régionaux de qualité et tout, et qui en même temps bougent pas mal, parce que tu sais que s'ils bougent, du coup, ils vont voir plus de gens. Et ça se trouve, ben, c'est des étudiants ou c'est des gens qui aiment bien la nourriture bonne, de qualité, mais qui en même temps correspondent à la cible que tu vas voir. Si c'est comme Blablacar ou comme La Ruche qui Lui, tu ne veux pas rester dans une petite niche. Et du coup, il faut que tu attires ces premiers gens, mais peut-être que ça se trouve, ce que tu peux faire, c'est le premier tour de France des meilleures spécialités, tu vois, mais qui est fait de manière très, comment dire, moderne sur Internet avec des super films, des choses qui montrent. Ça passe pas comme, comment ça s'appelle l'émission où tu découvres les nourritures dans les régions sur France 2. Je sais pas, faut pas que ça fasse ça, quoi. Et, hein? Ouais, quelque chose comme ça. Et tu vois, tu peux le faire, c'est peut-être ton premier tour, et puis peut-être que la personne qui fait le tour, c'est justement un étudiant qui apprend, je sais pas, la cuisine ou quelque chose, et puis qui veut faire découvrir en fait à tous ses potes. Mais va falloir que tu rencontres les 80 personnes qui sont vraiment passionnées par les produits régionaux et qui ont envie de les faire partager aux autres. Et il va falloir aller chercher en France, quoi. Et en même temps, ça te ferait ton histoire derrière ta start-up. C'est de dire, nous, on est allé voir tous les petits producteurs. Enfin, on a fait le tour de France pour repérer les meilleurs petits producteurs. Personne ne l'a fait. D'autres, ils nous ont copiés, ils ont juste repris notre base de données. Ils les ont jamais rencontrés. On a démarré là, la communauté, d'accord? On a pourquoi on est là, les attitudes, vous avez fait votre truc qui vous permet de trouver les 80 premières personnes. Et après, vous avez inventé quelques activités pour faire que ça grandisse et que ces 80 personnes y ramènent d'autres personnes. Après, la question, c'est comment vous faites pour que les membres restent actifs dans votre communauté et ne partent pas. C'était ça, non? Parce que si à chaque fois que vous amenez des nouveaux gens, bah, ils se cassent, il faut aller en chercher un peu d'autres et puis ça fait un peu de travail décisif. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que vos premiers membres y restent? Et un truc cool, c'est qu'il y a des gens qui sont passés par là avant vous. Wikipédia, tous les éditeurs de logiciels open source et tout, même si c'est des petites communautés très spécialisées, il y a eu pas mal de recherches qui ont réfléchi pourquoi les gens participent et restent dans des communautés. Et les deux éléments clés des recherches, c'était le premier parce qu'ils se connectent à des gens qui ont les mêmes passions qu'eux, et le deuxième, c'est parce qu'ils vont apprendre. Ça a l'air assez vague comme ça, mais je vais vous donner comment nous, par exemple, on l'utilise dans Make Sense. C'est des bénévoles, ils ne sont pas payés, personne n'est payé, d'accord, quand ils aident des projets. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient comme ça aider tout? C'est forcément, il faut qu'ils y retrouvent un de ces deux intérêts. Et donc, la question de comment vous faites pour que les individus se connectent avec les mêmes passions, comment dire, par exemple, dans le cas de ta startup, comment tu vas l'appeler? Pays Gourmet. Voilà. Par exemple, sur Pays Gourmet, d'accord, il y a des gens qui adorent la bonne bouffe dans leur territoire, mais ils en ont marre parce que tous leurs potes, ils aiment mieux le McDo, tu vois. Et du coup, c'est les seuls à avoir cette passion, et autour d'eux, bah, il y a leurs potes, ils adorent le McDo, ils n'osent pas en parler parce que leurs potes, ils leur disent non, mais viens, on va au McDo. Et du coup, ils se sentent hyper seuls, isolés. Okay. Par contre, quand ils vont venir chez Pays Gourmet, ils vont retrouver des potes aux quatre coins de la France qui ont les mêmes passions, les mêmes envies. Et du coup, ils vont être trop contents de découvrir Pays Gourmet. Ils vont être là, genre Pays Gourmet, ça a changé ma vie. Grâce à Pays Gourmet, j'ai des potes partout qui veulent pas aller manger au McDo. Et du coup, ils vont être à fond, tu vois. Ils vont dire putain, mais c'est ouf, j'ai découvert un nouveau truc. Parce que c'est comme pour nous, nous c'est un peu différent, mais la plupart de nos premiers bénévoles, c'était des gens qui sortent d'école de commerce, ok. C'est juste qu'ils sont dans leur école, ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à s'intéresser aux ONG, au social business, ou qu'ils sont une toute petite minorité. Puis tout d'un coup, ils voient qu'en se venant sur notre plateforme, ah putain,
On a des milliers à travers le monde, et puis je sais où ils sont, et je peux les rencontrer, et je parle avec eux en ligne. Puis les gens ils disent, waouh, ça a changé ma vie. Tout ce qu'on a fait, c'est les connecter à des gens qui ont les mêmes passions. Et donc, par exemple, nous, notre community manager, il sait par quoi il va y avoir des événements, on a des événements thématiques, mais après, on sait qui est passionné par quoi dans notre communauté. Et du coup, on va maximiser le fait qu'il rencontre des gens qui ont les mêmes passions. Si on a un bénévole qui adore, je sais pas, qu'est-ce qu'il adore réparer, bidouiller, c'est qui fait les smartphones? Quelqu'un qui... Ouais, voilà. Si on a quelqu'un dans la communauté qui adore réparer, bidouiller parce qu'il est venu, je sais pas si vous étiez venu à l'événement qu'on a fait le lendemain de la keynote d'Apple. On a fait l'autre keynote. Plutôt que d'acheter des nouveaux iPhone 6S, vous pouvez prendre des iPhone 5C. C'est reconditionné et tout. On avait fait un truc comme ça. Ça s'appelait l'autre keynote. Ben, si on a quelqu'un qu'on rencontre à cet événement, notre community manager qui adore bidouiller, qui répare et tout, ben, on va avoir quelqu'un d'autre, je sais pas moi, dans un autre pays, en Espagne, et le community manager espagnol va dire, ben, lui, il adore bidouiller. Ben, on trouve un moyen de les mettre en contact, de les mettre en ligne. Et là, les gens, ils se font des nouveaux potes, quoi. Ils rencontrent d'autres individus qui ont les mêmes passions qu'eux. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est s'assurer que les gens apprennent continuellement. Et du coup, ça veut dire que dans votre stratégie d'animation de communauté, les événements que vous allez faire, les activités que vous allez proposer, il faut que vous vérifiez que toujours les gens apprennent. Donc nous, on a un métrix chez Make Sense, c'est de savoir qu'est-ce qu'apprennent les gens qui participent à nos événements ou à notre communauté. Et donc on traque qu'est-ce qu'ils apprennent. Et des choses hyper importantes, des gens nous disent, bah, moi j'apprends l'anglais, parce qu'on parle en anglais, parce qu'on n'a pas assez de ressources pour traduire dans toutes les langues, en français. Du coup, on a fait en anglais, des gens me disent j'apprends l'anglais. Ah, ce que j'aime bien, c'est que j'apprends les méthodes de résolution de problèmes. J'apprends la créativité. J'apprends sur le reconditionnement. J'apprends sur la nourriture avec les insectes. Enfin, il faut vraiment que tout le temps, les gens apprennent. Et le jour où les gens ils apprennent plus, dans notre communauté, c'est là où ils se barrent. La raison pour laquelle les gars qui codent là, sur Linux et tout, ils participent à ces projets open source, c'est parce qu'ils apprennent énormément sur leur propre métier, qui est sur le code. Donc, on doit vérifier qu'est-ce qu'on peut leur faire apprendre. Donc toi, ce sera assez... Tu peux faire apprendre sur comment tu fais de la nourriture, mais il faut toujours que dans ta stratégie même éditoriale, comment tu crées du contenu ou tes événements, ou dès que tu les rassembles, tu te dises qu'est-ce qu'ils vont apprendre en sortant de là. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tous les membres de la communauté doivent être intrinsèquement curieux et qu'on ne peut pas convaincre des personnes qui ne le sont pas? Bah, en fait, c'est juste que tu as 3 cercles. Oh, on va faire les questions, c'est plus sympa. Tu as 3 cercles. Le premier, tu veux que ce soit des gens curieux, d'accord, sur celui que tu veux, parce que ça va être plus simple d'attirer de nouvelles personnes, ainsi de suite. Mais ensuite, tu n'as pas besoin que tout le monde soit curieux. Ça va se propager. Si les premiers membres et la manière d'être dans cette communauté, c'est d'être curieux, bah, les gens qui vont rejoindre, ils vont devenir curieux. Tu vois, mais il faut que ta base soit assez solide. Si au début, tu n'attires pas beaucoup de gens curieux, et ben, ça va se perdre. Alors que si tu as beaucoup de gens curieux, ben, ça va se propager. Le troisième cercle, c'est quoi? Le troisième cercle. Tu as dit. Ouais, bah, enfin, c'est pas. Tu vois vraiment par cercle. Tu as des gens très curieux, après des gens pas curieux, mais au contact de la communauté, ils deviennent curieux. Et du coup, ça te fait des curieux. Et puis, du coup, si tu attires un troisième cercle, ben, lui aussi, tu es sûr qu'il va devenir curieux. C'est ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où le gars il danse, comment démarrer un mouvement et tout, il danse tout seul. Qui l'a vu? Ouais. Il y a un gars qui danse tout seul sur TED. Il danse tout seul dans un parc et puis il est vraiment tout seul pendant 5 minutes. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui danse avec lui de manière un peu bête. Et puis là, il est plus tout seul. Ils sont deux, quoi. Ils sont deux et puis il dit, tu vois qu'ils font genre, c'est les deux, ils dansent ensemble. Et puis tout d'un coup, bam, il y a 4 personnes qui arrivent. Et vrai, il y a 4 personnes qui arrivent, ils dansent tous un peu de manière bête. Puis ça double. Puis à un moment, tu arrives à un point de tipping point, quoi, et là, il y a tout le parc qui se met à danser. C'est un peu pareil, quoi. Ça va faire, c'est bête, mais on est des humains, on fonctionne comme ça. Je sais pas comment. Voilà, donc du coup, faites hyper gaffe aux premières communautés parce que ça va contaminer le reste. D'autres questions? Ouais, on passe aux questions. Je pense trop. D'autres questions? Non? Ouais. Là, sur votre site, vous avez mis un téléphone et un Skype. Je voulais savoir si ça fonctionnait bien, quand ils ont appelé ou... Ouais, ça c'est parce qu'on a copié les stratégies des campagnes électorales. Parce qu'on était en truc de vote. Et on a mis téléphone, Skype. Ce qui marche bien, c'est, indépendamment de ce téléphone ou Skype, c'est que les premiers événements ou les premières choses que vous faites, même si vous avez une plateforme digitale, soient physiques.
parce que c'est là où votre communauté va se rencontrer. Après, vous ne pouvez pas faire que ce soit physique partout dans le monde et tout, mais du coup, c'est pour ça qu'on avait mis le téléphone et le Skype pour donner cette option. Vous nous appelez, vous passez quand vous voulez. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert ce lieu et qu'on n'a pas voulu faire juste nos bureaux, mais que ce soit un espace vivant, parce que ça permet à la communauté de se rejoindre et ça soude des liens. Après, la question, c'est comment vous liez les gens qui sont à Paris avec les gens qui sont au Mexique, quoi. Et donc là, c'est par des hangouts où il y a des gens qui voyagent dans les deux, mais il y a d'autres trucs, mais il faut faire plein d'activités, comment tu dis, physiques. Même si ça n'a pas l'air scalable au début, c'est hyper important quand vous faites votre communauté au début. Des questions? Ouais. Ah bah. Et tu peux te présenter? Oui, salut, moi c'est Chloé. J'ai cofondé une plateforme de location de vêtements trop particulière à proximité. J'essaie un petit peu de se lancer sur un Airbnb de la mode type. Moi je voulais savoir si vous aviez essayé de lancer des acquisitions dans des zones localisées, justement pour vos bénévoles essayent de se rencontrer plus que de se parler via Internet. Et si vous aviez, qu'est-ce que vous aviez lancé comme typologie d'opération Je vais donner un exemple sur, par exemple, une start-up avec laquelle on a bossé en Turquie, qui fait une application mobile. En fait, il y a comme le bac là-bas quand tu as 18 ans, et c'est des problèmes mathématiques et logiques, et tout le monde doit les réussir, et tu as certains points, et selon que tu réussisses plus ou moins bien ça définit le reste de ta vie, quoi. Donc, c'est un peu comme les trucs, les prépas et les écoles, tu vois. Le mensonge qu'on me raconte, ça va réussir le reste de ta vie. Bon. Et en gros, lui, il fait ça. Et donc, il y a des dizaines, il y a des milliers, des centaines de milliers de Turcs, en fait, qui bossent à fond cet examen. Et lui, il avait une application qui permet de prendre en photo les problèmes mathématiques, tu les postes, et là, il y a des gens qui commentent et tout. Et en gros, ce qu'on a fait avec lui, c'est qu'on a monté, donc les gens commentaient sur l'application pour comment ils résolveraient eux le problème mathématique. Et comme c'est sur mobile, il arrivait à géolocaliser où étaient les gens. Et l'idée, c'était d'améliorer son service, de le rendre différent par rapport à un compétiteur, parce que juste sur la technologie, il ne pouvait pas le faire. Et de deux, c'est comment est-ce que tu fais pour que ça crée un vrai sentiment de communauté d'utilisateurs qui s'entraident, qui du coup lui fait un avantage différenciateur à long terme. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte que les personnes géolocalisées, il les invitait à se rejoindre dans des cafés et à bosser ensemble les énigmes mathématiques ou à s'aider. Donc c'est comme si tu avais réinventé l'école, en fait, tu as des mini-classes qui se fabriquent par les propres utilisateurs dans les cafés. Et lui, il avait fait ça pour renforcer la cohésion de sa communauté. Mais parce qu'il pouvait les géolocaliser par téléphone mobile. Et donc après, au lieu de faire une dégustation, il s'est dit, l'activité qu'on va leur faire faire, c'est vous résolver des problèmes mathématiques ensemble dans le café, quoi. Et du coup, c'est plus sympa que d'être tout seul derrière son smartphone et de dire. Et en même temps, ça augmente son service parce qu'il y a plus de partage de savoir et de connaissances qui sont partagées. D'autres questions? Je vois bien le principe des 80 ambassadeurs qui vont être hyper moteurs, qui vont peut-être en parler, qui vont utiliser les services. Mais ce que je vois pas, c'est comment faire en sorte que ces ambassadeurs se sentent tellement investis qu'ils sont OK pour eux-mêmes organiser des événements. Donc, dans votre cas, faire des hold-up eux-mêmes. Comment vous avez fait C'est qu'il faut qu'ils trouvent un intérêt direct. Donc, soit ça leur crée plus de connexion avec des gens qui ont des passions, soit ils apprennent énormément. Et du coup, ça va avoir une valeur qui est énorme pour eux. Par exemple, nous, nos bénévoles, c'est qu'on a l'impression qu'ils font ça, comme ça, parce qu'ils adorent le projet et tout, mais ils sont pas bêtes. Derrière, ils ont une idée en tête. C'est qu'ils aimeraient bien que du coup, ils soient vachement plus recherchés, par exemple, sur le marché du travail. Tous nos bénévoles, ils mettent sur leur CV qu'ils font make sense. Et donc ça, c'est un truc, c'est un insight, on se dit, ils font ça aussi parce que ça les fait monter en compétences, ça crée leur réseau, ça augmente. Ah oui, c'est l'étape d'après que Tim allait dire et que je vais zapper. C'est qu'en fait, quand ils s'impliquent beaucoup, pour qu'ils puissent gagner justement en apprentissage, donc ça, c'est directement en faisant les activités, il faut qu'ils gagnent en réputation. En gros, ton première personne qui va organiser, je sais pas moi, son tour du gourmet, et quand vous allez communiquer sur Facebook, communiquer sur la marque, vous allez parler de lui en fait. Et lui, ça va faire que tout d'un coup, il y a tous les gourmets du monde entier, ou de France, qui vont l'ajouter sur Facebook, qui vont être ses potes, qui vont entrer en contact avec lui. Et lui, il va se dire, mais j'ai gagné en réputation dans ce projet. C'est ça qu'on utiliserait, c'est d'assurer qu'ils gagnent en réputation, en apprentissage. Et réputation, en fait, c'est que ça va leur permettre de se connecter. Et donc, ça va leur apporter tellement de valeur pour eux par rapport à ce qu'ils veulent faire, qu'ils vont s'impliquer.
Donc ils t'apportent quelque chose, tu leur apportes quelque chose, c'est juste que c'est pas monétaire. Il faut revenir dessus, en fait. C'est un système que Make Sense a très bien fait. Alors, je m'appelle Arnaud, pardon, je suis un gangster depuis 2 ou 3 ans, donc un membre de la communauté. Et tu as un système de reconnaissance symbolique, en fait, au sein de Make Sense, qui était super développé. Je ne sais pas si c'était formalisé ou non, mais typiquement faire des avatars donc, que tu pouvais mettre en photo de profil à partir du logo de Make Sense, mais adapté à comment tu es physiquement en fait de soi. Enfin, c'est complètement con. Il y en a à qui ça ne parle pas du tout, il y en a d'autres pour qui c'est vachement important de pouvoir s'identifier et manifester son appartenance à une communauté de cette façon-là. Et cette reconnaissance symbolique, c'est le pendant en fait, de ce que tu disais, Christian, c'est-à-dire comment tu récompenses, valorises l'implication des gens de façon monétaire. Faut juste bien penser ton système en fonction du type de personne qu'il y a dans ta communauté. Par exemple, vous connaissez Stack Overflow? Ouais. C'est le forum des codeurs pour s'échanger des bonnes pratiques, des tips. Non, c'est plus que pour les codeurs maintenant. Il y a plein de types de questions. Mais en gros, sur Stack Overflow, les gens ils sont hyper analytiques. Tu vois, enfin la première communauté qu'ils avaient, c'était des développeurs et tout. Ils sont hyper analytiques. Donc ton système de reconnaissance, c'est des points quoi. Plus tu réponds à des questions, plus tu as des points et tout. On ferait la même chose dans Make Sense, ça ferait chier tout le monde. Les gens, ils n'ont pas envie qu'on calcule leurs points, de bons points, mauvais points. Ça les saoulerait quoi. Et donc du coup, on a un autre système qui est un peu plus subtil où c'est on met en avant les achievements de chacun et on a des niveaux. On sait que cette personne, elle a démarré une communauté de bénévoles ou cette personne, elle a fait 15 hold-up. Donc c'est des badges, mais ce n'est pas des points. Sur Stack Overflow, c'est carrément des points. Dans les entreprises, c'est carrément des notes. Donc du coup, ça dépend du système, ouais. Vous pouvez gérer. Mais c'est hyper clé dans le passage à l'échelle. Par exemple, nous, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on ne peut plus connaître tous les bénévoles partout, donc il faut que notre community manager, il sache dans la base de données en 2 secondes, tel bénévole, c'est un peu comme, ah bah lui, il faut hyper en prendre soin parce qu'il a fait tellement de trucs, et c'est un peu comme les marques de luxe, quoi. Vous devez gérer les gens les VIP, quoi. On a nos VIP dans la communauté, qu'on sait qu'il ne faut pas les décevoir, sinon on perd toute une ville. D'autres questions? Ouais. Tu parlais de tout à l'heure identité, le deuxième point c'était fidélisation. Pour les 4, le deuxième point c'était comment les gens vont se connecter les uns avec les autres. Le troisième, comment est-ce qu'on fait pour. Bah c'est que ça fait partie des trucs quand vous allez scaler, c'est que plus vous scalez votre communauté, plus c'est quelque chose d'organique. Vous pouvez pas, il n'y a pas le PDG de la communauté quoi. C'est organique, c'est vos utilisateurs, les gens font ce que. Je sais pas si vous avez vu sur Reddit ce qui s'est passé quand ils ont. Il y avait une animatrice de communauté que toute la communauté aimait bien, ils l'ont virée. Et du coup, il y a toute la communauté qui a dit bah, allez vous faire foutre, non, on va plus utiliser Reddit, on fait grève. Je sais pas si vous avez vu, non? Ouais. Et du coup, il y a eu des effets, donc c'est une communauté, tu vois, tu peux pas lui dire fais ci, fais ça. Et donc, en gros, la manière si tu as des nouvelles évolutions que tu veux faire et tout, la manière de le faire à grande échelle, donc quand on a 80, bah, c'est d'aller parteler aux 80 personnes ou de les faire venir à une réunion. Quand on a des milliers, c'est sur du contenu et du média. Et donc, du coup, nous, là, ce qu'on fait avec Make Sense, c'est qu'on commence à avoir une branche qui fabrique du média. On fabrique du contenu, on va expliquer pourquoi en fait le textile c'est pareil que ce qu'on fait avec les palettes parce que c'est de la récupération et que ça fait moins de déchets après. Donc on va créer beaucoup de contenu sur les déchets et du coup il va y avoir beaucoup de discussions dans la communauté sur cette thématique et après il y a des gens qui vont dire automatiquement ah bah ouais bah, on n'a qu'à le faire avec le textile. Donc c'est vraiment sur une fois que tu passes à l'échelle comment tu utilises du média que tu crées et du contenu pour continuer à faire que les gens ils apprennent mais qu'en même temps ça te donne des avis et des débats sur les prochaines étapes. Cool, on donne des canevas. Ah ouais. Alors, ça c'est hyper douloureux. C'est au moment où t'en peux plus. Le moment où t'en peux plus, tu te dis je peux plus continuer à faire ça. Ça veut dire que c'est trop tard, que t'aurais dû recruter avant. Et donc du coup, je pense que le moment où tu sais pas, que tu dois passer à l'échelle ou pas, c'est quand si tu te dis ah c'est bon, on a tous les outils, c'est processisé. Si je recrute un community manager, je sais exactement quoi lui dire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et comment le former. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tu es prêt pour passer à l'échelle. Jusqu'à ce que tu aies ça, c'est hyper dangereux si tu passes à l'échelle ou si tu fais grandir ta communauté de manière exponentielle avant d'avoir processé tout parce que ça veut dire que les équipes vont chier. Quoi. Mais du coup, c'est dès que
dès que tu as trouvé, ah c'est fou, sur un petit truc ça fonctionne du tonnerre, les gens ils sont au taquet, ils sont enthousiastes, ils font des choses que j'aurais pas pensé qu'ils allaient faire, et tout. Et on sait pourquoi ils le font et comment. On l'a processisé. À partir de ce moment-là, bah, t'es prêt. Donc pour rebondir là-dessus, tu penses donc qu'il est plus important de mettre en place d'abord les process et la structure avant de créer sa communauté? Non, en fait, c'est que tu crées ta communauté à petite échelle, tu testes, et ensuite tu apprends, et de ce que tu apprends, ça te fait designer tes process et tes outils. Ouais. Et en même temps, ce qui est cool si tu fais ce process-là, c'est que tu auras vraiment ta sauce secrète à toi, qui notre startup n'aura pas, quoi. C'est vraiment comme comme vous faites votre plateforme web, quoi. Tu terres, tu prototypes, c'est la même chose. Question? Ça va? Ou quelqu'un a peut-être donne d'autres idées qu'il veut partager à d'autres, hein. Tu dis que vous avez engagé un certain nombre de gens à des moments, c'était toujours sur la base du bénévolat, ou il y avait des gens qui étaient salariés? Donc Make Sense, c'est comme Wikipédia. En fait, sur Wikipédia, il y a les gens qui vont tourner le site internet, donc eux, ils sont salariés. Il y a 6% des personnes qui viennent, qui sont des contributeurs qui fabriquent le contenu. Et ensuite, il y a les millions de personnes, centaines de millions, je sais pas, milliards, qui consultent le site. Nous, c'est pareil, on est 45 personnes full-time. Ensuite, on a une communauté de 1500 bénévoles ultra actifs, qu'on appelle les gangsters, parce qu'ils font des hold-up d'idées. On a créé un petit vocabulaire un peu rigolo. Et il y a 20 000 personnes qui sont venues se mobiliser aux activités et événements qu'a organisé notre cœur de communauté. Comment faut créer le modèle économique pour faire vivre justement les 45 full-time? Ouais. Donc le modèle économique, c'est qu'on a plein de boîtes. Par exemple, Tim, tu peux expliquer peut-être ce que fait Tim, par exemple. Ce qu'on vous a expliqué là vaut des milliers d'euros, mesdames et messieurs. Alors bonjour à tous. Moi je travaille pour l'un des social designers de Make Sense, Common Sense, qui est né en fait d'un constat simple. C'est qu'avec Make Sense, on engage les citoyens dans la résolution de défis sociaux, environnementaux, des grands défis de notre temps. En fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait aussi des gens dans les entreprises qui pouvaient et qui devaient être facteurs de changement, non seulement pour l'organisation elle-même, mais aussi pour la société. Donc en fait, Common Sense, c'est l'idée d'aller créer des dispositifs d'engagement au sein des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient petites ou grosses, et de pouvoir permettre à travers des dispositifs d'engagement de résoudre des défis propres à ces organisations, et au-delà du coup, des défis liés à la société. C'est ce qu'on fait avec des petites entreprises, entre guillemets, comme La Ruche qui dit oui, avec des plus grosses comme AXA, Danone, Orange. Et voilà, donc du coup, c'est un petit peu ce que vous allez expérimenter après avec le Canva qu'on a créé pour cet atelier. C'est de voir comment est-ce que, avec les 4 piliers qu'on vous a donnés, est-ce qu'on peut pouvoir créer une communauté qui va permettre, entre autres, de résoudre des défis qui ont du sens pour les personnes qui font partie de cette communauté. Et donc là, merci Tim. Et donc c'est pour ça qu'il en sait plus que moi et que je me tourne vers lui pour lui demander. Je suis un peu rouillé. Mais en gros, on a des savoir-faire chez Make Sense, des actifs monétisables qu'on monétise auprès de grands groupes. Donc, par exemple, chez Danone, ils vont avoir challenge.danone.com et ils résolvent des défis. Donc, c'est notre expertise et savoir-faire. Et c'est Tim qui a l'expertise et le savoir-faire. Question pour Tim, en vrai. Et du coup, ouais, voilà. Donc, en fait, on a plusieurs choses comme ça. Donc, c'est un modèle économique. Donc, Make Sense, c'est une asso, mais avec un modèle économique qui s'autofinance à 85%. Si vous venez au pitch de Google ce soir, on l'explique, mais on a quand même besoin des 500K. D'autres questions? Ou c'est bon, il y a quelque chose de prévu là? Ouais. Est-ce qu'il y a eu dans votre développement des communautés qui ressemblaient en certains points à ce que vous vouliez faire et comment vous interagissiez avec eux? Ouais, alors quand tu fais une communauté, tu peux pas. Il faut vraiment séparer ce que vous avez comme objectif business. Donc vous dites ah mince, ça c'est des compétiteurs, ah ça c'est complémentaire. La communauté, elle s'en fout de vos objectifs business. Elle, ce qui l'importe, c'est le fond, tu vois. Genre c'est putain ouais, j'ai des produits gourmets de la région, j'adore ça, tu vois. Et donc du coup, s'il y a quelqu'un d'autre d'une autre communauté qui dit moi j'adore ça aussi et tout, c'est cool, bah you want what? Et du coup, tu peux pas empêcher ça. Et il faut toujours donner un état d'esprit bienveillant. Faut pas que vous vous disiez ah mais merde, c'est des compétiteurs, et du coup, je veux dire à un communauté que c'est des compétiteurs, soyez pas potes avec eux. Donc il faut toujours que ce soit bienveillant. Par contre, il faut juste faire attention que les gens récupèrent pas juste toute votre base de données, quoi. Qu'ils surfent pas trop sur vous pour démarrer leur startup.
Donc ça, il faudrait regarder comment ils font Hitch et Uber, des trucs comme ça, sur leur communauté de chauffeurs. Mais je crois que c'est pas très simple. Ils font des petits coups. Du coup, tu dois pas rendre compte de tes objectifs business. Et par exemple, Airbnb, ils ont vite été copiés. Ils ont hyper vite été copiés par d'autres startups qui faisaient la même technologie et tout. Et ce qu'explique le gars de Airbnb, c'est qu'il dit, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait vraiment différencier parce qu'ils ont créé plus de liens au sein de leur propre communauté. Donc du coup, les premiers hosts sur Paris, comme ils allaient aux apéros sur les péniches là, d'Airbnb, et ben, ça a fabriqué en fait des liens d'amitié. Donc les gens après, ils voulaient plus proposer leur appartement sur d'autres plateformes, parce qu'ils étaient trop liés avec Airbnb. Et le premier community manager qui a recruté Airbnb en France, c'est son premier host qu'ils avaient à Paris. Et donc du coup, ce gars-là, il est pote avec tous les premiers hosts, donc avec le cœur. Et du coup, il répond, et il y a une autre interaction que si les hosts, ils allaient sur une autre plateforme et qu'ils proposaient à d'autres compétiteurs. Donc ce qui va vraiment faire la différence, c'est si vous arrivez à fidéliser votre communauté avec votre marque, parce que vous créez plus d'apprentissage, vous les connectez avec plus de gens qui ont des passions, et après il y a juste le lien d'histoire qui fait que ça tient, il y a un avantage. Est-ce qu'il y a des communautés qui ont mal tourné ou qui ont fait un chemin qui vous plaisait pas, comment vous avez fait pour gérer ça? Par exemple, je pense à Airbnb. Ouais, c'est une bonne question ça. Ça dépend de ce que vous demandez à votre communauté de faire. Si c'est juste avoir accès à un produit ou un service, par exemple Airbnb va juste de faire en sorte que les gens ils se connaissent, ils sont potes. Il y a d'autres intérêts que l'apprentissage de se connecter avec les gens qui ont la même passion. Il y a l'intérêt de gagner de l'argent, tu vois, en partant d'un appartement. Tu peux rester très light sur l'implication de ta communauté. Après, il y a des questions de gouvernance. Vraiment, je ne sais pas si vous avez vu Kickstarter. Ils sont passés en Big Corp. C'est une entreprise qui est là pour faire le bien. Ils ont plusieurs critères et tout. Parce qu'il y a eu pas mal de débats quand il y a eu les trucs des Oculus, des gens qui investissent en crowdfunding, ça forme en communauté, puis après la boîte se fait racheter. 10 ans plus tard, les gens ils disent mais putain, mais moi j'ai donné du don, et le gars il a des milliards, il est parti avec. Et tout. Donc il y a vraiment des questions de gouvernance assez clés. Et donc par exemple, nous chez Make Sense, on a fabriqué notre gouvernance en fonction de ce qu'il faut détenir de modèle. On sait que pour que ça marche, on a besoin de nos bénévoles aux quatre coins de la planète. Et du coup, c'est eux qui sont au conseil d'administration de Make Sense. Parce que c'est en faisant ça qu'on s'assure qu'on va inventer des nouveaux règles et outils. Donc celles qui passent pas bien ou fonctionnent pas bien, c'est surtout des problèmes de gouvernance qui font qu'à long terme, les gens s'en vont. Par exemple, il y a Couchsurfing qui a eu quelques petits problèmes parce qu'ils avaient créé une communauté qui était vraiment basée sur l'échange hors monétaire. Et ensuite, il y a Airbnb qui est arrivé. Et ils se sont dit, putain, mais en fait, ça vaut des milliards ce qu'on fait et tout. Et ils sont passés en mode. Donc, du coup, ils sont passés de mode complètement NGO à mode Bicorp. Donc, et là, ça a foiré. Parce que c'était pas fidèle à ce qu'ils avaient vendu au début, quoi, à leur communauté. Et peut-être qu'ils auraient pu faire la transition si ils avaient mis dans le CA ou je sais pas, ou réparti les shares aux membres les plus actifs ou autres. Là, ils avaient fait un peu différent. Je pense que c'est juste qu'il faut faire gaffe à ce que vous ne changiez pas de votre d'épaule, tu vois. Si la ruche qui dit oui, tout d'un coup, ils sont rachetés par Carrefour, ça va faire chier la communauté de la ruche qui dit oui au début, tu vois. Ils vont se dire, mais c'est pas pour ça qu'on avait rejoint, en fait, on voulait changer Carrefour. Ça, c'est des exemples de communautés qui ont foiré. Ah non, ils n'ont pas foiré encore. Si j'avais dit. Sinon, Tim, il perd son salaire. Est-ce qu'il y a pas des exemples de communautés qui ont raté complètement, qui n'ont pas réussi à créer la communauté? Ouais. Pour moi, c'est tous ceux qui démarrent avec du gros hacking ou des choses comme ça. Juste, t'as pas vraiment de communauté en fait. Tu vois que c'est une coquille vide. Ça alerte sur leur site internet, mais après, quand tu vas aux événements, quand tu vas rencontrer les gens, il y a zéro âme, il n'y a rien qui se passe, quoi. Pour le dire autrement, là on a vu les bonnes pratiques. Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises pratiques? Bah si, tout ce qui est... si, moi c'est juste ça, c'est de spammer les gens sur Twitter, leur dire rejoignez notre projet, c'est incroyable. Juste des choses où c'est pas humain en fait. C'est quand tu veux prendre des raccourcis. Par exemple, notre bénévole à New York, je l'ai rencontré sur Twitter. On suivait le même flux d'une conférence
et on discutait, ah, t'es intéressé par ça et tout. Sauf que la discussion qu'on faisait, j'aurais pas pu la faire avec des milliers de gens. Si je l'avais fait avec des milliers de gens, ça aurait été du spam. Le fait de l'avoir fait avec une seule personne, ben, elle est hyper impliquée, puis elle est démarrée à New York, et après, elle a impliqué plein de gens, tu vois. Et du coup, c'est juste de se dire, c'est pas grave si ça prend du temps au début, ça paiera après. S'il y a vraiment une âme ou tout, parce que c'est ce qui va faire toute votre identité de votre marque et tout, quoi. Mais donc, les mauvaises pratiques, c'est juste le spam. Ou voler les bases de données. Ça ne veut pas parce que vous avez des milliers de personnes dans votre base de données que vous avez une communauté, quoi. Et après, peut-être une autre, c'est justement de considérer les gens qui vous rejoignent dans la communauté comme des gens qui font partie de votre entreprise. Et si vous êtes le fondateur, vous dites ah, tu dois faire ça, alors que non, c'est pas pour ça qu'ils ont rejoint. Donc bien séparer les équipes. Il y a une certaine manière de gérer, de manager des équipes, et il y a d'autres manières de gérer une communauté. Comment vous avez réussi à recruter des personnes? Est-ce qu'elles sont venues bénévolement parce que vous étiez intéressés, ou vous avez lancé des recrutements? C'est très. Faut vraiment vous dire qu'une communauté, c'est quelque chose d'ultra organique. Et donc, du coup, on n'a pas lancé appel à projet, appel à bénévoles. Rejoignez-nous, devenez bénévole. Ça, c'est très séquentiel et. Comment ça s'appelle? C'est très séquentiel. Là, ça s'est fait de manière très organique. C'est les gens savent que continuellement, dès qu'ils veulent devenir bénévoles, ils vont sur tel formulaire. Parce qu'il y a tel pote qui leur en a parlé. Donc, du coup, pour répondre à votre question, c'est très. Il y a les premiers qui sont venus, ils en ont parlé à leurs potes, mais il n'y a pas de vague. Parce que sinon, ça limite votre croissance, en fait, si vous faites par vague. Alors que si c'est continu, vous voyez les accélérations. Ah là, waouh, on a plein de gens qui, tout d'un coup... Alors, la prochaine étape, on va distribuer un canevas qu'on a conçu, du coup, avec Common Sense, qui vous a été présenté tout à l'heure, et le Sense Cube. Le Sense Cube, c'est la branche de Make Sense qui accompagne des startups sociales innovantes, donc des jeunes porteurs de projets qui ont des projets qui sont à la fois très innovants et qui sont dans leur premier pas pour créer une entreprise qui a un très fort impact. On les accompagne via des programmes d'accélération qui durent 6 mois. Le prochain, l'appel à projet, il sera en fin d'année pour la promo qui commence en mars l'année prochaine. Donc on organise aussi ces événements qu'on appelle des Sense Meetup qui ont pour but de pouvoir s'adresser plus largement à toute personne qui souhaite démarrer son projet et donc, du coup de pouvoir partager des expériences et de pouvoir donner un petit outil. Donc là on va vous distribuer ce canevas, ça reprend vraiment les 4 piliers de la création d'une communauté. Donc le sentiment d'appartenance et l'identité, la connexion entre les membres peuvent se connecter entre eux. L'expérience des membres est enrichissante, donc ils apprennent continuellement. Et les membres sont valorisés et construisent leur réputation grâce à leur appartenance à la communauté. Et donc à l'intérieur, vous allez avoir plein de petites questions qui vous permettent de réfléchir sur votre propre projet et de remplir le canevas pour réfléchir à votre projet. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous le donner et puis de revenir dans 3 semaines, donc le 28 septembre, 28 octobre, pardon, à 19h ici. Et en fait, on fera un atelier où, une fois que vous aurez bien réfléchi sur votre communauté, on pourra travailler par petits groupes, en fait, de gens qui ne se connaissent pas, mais qui vont pouvoir un peu échanger sur leur communauté, se poser des questions pour aller plus loin, creuser, etc. Donc, vous êtes tous invités à revenir le 28 octobre à 19h pour qu'on puisse ensemble, du coup, travailler vraiment plus concrètement sur vos communautés à partir de ce cadre-là. Et du coup, là, on vous distribue et puis on a un petit temps pour échanger si vous voulez. Il reste des fruits et des gâteaux derrière, donc si vous voulez me poser des questions et continuer les échanges. Juste pour le 28, oui. vous pouvez venir si vous avez déjà des community managers ou autres, parce qu'on pourra aller plus dans le détail sur concrètement que doit faire le community manager pour que ça tourne, quoi. C'est la dernière étape du canal. Et du coup, juste on va vous demander en sortant de ne pas faire du bruit parce qu'il y a juste un autre événement ici, donc c'est le petit point logistique, mais restez pas dans le couloir s'il vous plaît. Ça a l'air plus sérieux. Voilà, mais on essaie aussi de garder, de ne pas faire trop de bruit pour pas les déranger à côté pendant qu'on échange. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu aussi. Merci d'être venu aussi tôt.